Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, quitte Nouakchott à destination du Tchad pour prendre part à l'ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication. Le Premier ministre reçoit à la primature la ministre sénégalaise de l'élevage et la richesse animale. L'Inde et le Pakistan décident de dépasser leurs dissensions autour de la province Cachemire et procèdent à l'échange d'aides pour limiter les risques d'inondation. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous entamons cette édition par le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le président de la République a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Ce message est ainsi libellé. Excellence, à l'occasion de la célébration par la République démocratique et populaire de Corée de sa fête nationale, il m'est agréable de vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement mauritanien et en mon nom personnel les salutations les plus chaleureuses et les meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple ami de la République démocratique et populaire de Corée. Je vous réaffirme notre détermination à poursuivre les efforts en vue de renforcer les excellentes relations de coopération existantes entre nos deux pays dans l'intérêt commun de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, a quitté Nouakchott cet après-midi pour N'Djamena, capitale du Tchad, pour prendre part à l'ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication et aux travaux de la session de haut niveau tenue à cette occasion. Le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant notamment M. Mohamed Emin Ould El-Mahmi, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Ahmed El-Bahia, directeur du cabinet du chef de l'État, M. Abdallah Ahmed Damou, chargé de la mission à la présidence de la République, M. Mohamed Ishaq Saad Sidelemine, conseiller à la présidence de la République, M. El-Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a reçu en audience ce matin dans son bureau à Nouakchott Mme Aminata Beng Ndiaye, ministre sénégalaise de l'élevage et des richesses animales, en visite actuellement en Mauritanie. L'entrevue a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer dans différents domaines, notamment l'élevage. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'élevage, Dr Fatma Habib, et du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Mohamed Jibril. À sa sortie d'audience, la ministre sénégalaise a fait la déclaration suivante. Nous sommes venus donc dans le cadre de la préparation de la fête de la Tabaski, qui est un événement religieux, un événement culturel important pour les musulmans et qui n'en constitue pas moins un important événement économique et social pour les acteurs de l'élevage. Et comme vous le savez, l'élevage est une des activités phares de notre coopération entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Et étant donné que les besoins que nous avons en moutons de Tabaski pour chaque année, qui dépassent parfois 720 000 têtes, ne peuvent pas être satisfaites par le seul élevage sénégalais. Nous savons que la République islamique de Mauritanie constitue une plateforme importante de la production de moutons au niveau de notre sous-région. Et c'est ce qui justifie que nous avons des importations importantes de moutons qui nous viennent donc de la Mauritanie chaque année. Et nous sommes venus rassurer les éleveurs mauritaniens en discutant bien sûr avec les autorités de la République islamique de Mauritanie pour faire part de toutes les facilités, mais également des difficultés qui sont rencontrées de part et d'autre. Des difficultés qui sont liées au convoyage des animaux. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps parce que ce sont des bêtes qui vivent, qui sont dans les camions. Parler également de toutes les mesures de facilité qui sont offertes, tant au niveau des points
d'attente que des couloirs de convoyage et également au niveau des points de vente de Dakar. Chaque année, c'est un conseil interministériel présidé par Monsieur le Premier ministre qui permet donc de fixer toutes ces conditions. Et vraiment, en ce qui concerne les facilités, nous avons par exemple l'exonération de toute taxe au niveau donc à partir du Sénégal, 1 mois avant la Tabaski et 15 jours après la Tabaski. Et les mesures de sécurité également qui étaient souvent évoquées par les éleveurs, les promoteurs des deux pays, ces mesures également sont prises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par le ministre des Forces armées, par le ministre de l'Économie et des Finances à travers la douane. Et je pense que les problèmes, les difficultés qui étaient rencontrées vont être vraiment aplanies parce que nous en avons longuement discuté avec les autorités ici, surtout avec le Premier ministre et avec ma collègue en charge de l'élevage. Et nous espérons que les problèmes vraiment vont être amoindris. Dans quelques jours, je crois que dans 2 jours, on va également avoir la réunion du comité paritaire entre le Sénégal et la Mauritanie qui s'occupe des questions de la transhumance. Ça aura lieu au niveau de la région du Trarza, au niveau de Rosso Sénégal. Et la dernière avait eu lieu à Saint-Louis du Sénégal, donc pour ce qui concerne cette partie qui devait avoir lieu là-bas. Voilà, donc vraiment nous sommes ravis, nous sommes comblés par l'accueil qui nous a été réservé, mais surtout par les décisions qui ont été prises par Monsieur le Premier ministre en ce qui concerne donc les facilités telles que par exemple l'ouverture de la frontière au niveau de Diama, qui est une zone de passage importante pour les éleveurs, au niveau également de Rosso, au niveau de toutes les frontières qui sont donc le long du fleuve Sénégal jusqu'à Kidira. Donc je pense que vraiment les mesures sont prises et vont être prises et nous espérons que les éleveurs vont exercer donc leur activité dans de bonnes conditions. Au chapitre des visites des membres du gouvernement, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Selkoul Ahmedi Zidbi, a effectué aujourd'hui une visite au nouvel aéroport international de Nouakchott, où il s'est enquis des conditions du déroulement des travaux de cette infrastructure aéroportuaire. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. La première étape de cette visite, effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports, au nouvel aéroport international de Nouakchott étaient les projets d'exécution de l'aéroport international de Nouakchott. Sur place, Dr Selkoul Ahmedi Zidbi s'est enquis du déroulement des travaux dans la série de suivi et de coordination et des principales composantes de l'aéroport, la zone de l'aéroport, zone sécuritaire ou encore zone d'influence à proximité. Le ministre s'est rendu par la suite au nouvel aéroport et a tenu une réunion avec le directeur général de la société Nejah des grands travaux, qui est le maître d'ouvrage de cette infrastructure aéroportière. Ici, Dr Selkoul Ahmedi Zidbi a suivi un aperçu sur les différents chantiers de travaux, les multiples spécialités qui renferment les projets, les équipements et les engins modernes importés spécialement pour l'exécution de l'aéroport, ainsi que les bureaux d'études internationaux supervisant les travaux. Le ministre a constaté également le niveau d'avancement des travaux dans les pistes principales de l'aéroport, dont la première de long 3400 mètres et la seconde de 2400 mètres. Il s'est informé également sur les annexes de l'aéroport, les unités de service, les services de fret, les pavillons officiels et les laboratoires, entre autres. Le niveau d'avancement des travaux dans tous ces chantiers a atteint 70,3%. Au terme de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré à El Mauritanien que cette visite lui a permis d'écouter et de discuter avec les responsables de tous les aspects de ce projet d'envergure, qui a des dimensions techniques et scientifiques qui regorgent toutes les spécialités. Dr Selkoul Ahmedi Zidbi a considéré que ce projet national porte également des dimensions internationales fondamentales pour le développement du pays et même pour le développement de la sous-région et pour promouvoir l'image extérieure du pays. Il s'est dit enfin satisfait de ce qui est réalisé jusqu'à présent de ce projet. Le nouvel aéroport international de Nouakchott aura une capacité d'accueil de 2 millions de voyageurs par an. L'achèvement des travaux est prévu dans les délais impartis. Autre visite, c'est celle effectuée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Hawa Tandja, a visité aujourd'hui les bâtiments de la Commission nationale du contrôle des marchés publics, où elle s'est informée du déroulement du travail de ce service public vital. Bouakar Bailaba revient sur cette visite.
Première étape de cette visite, les locaux abritant la Commission nationale du contrôle des marchés publics. Sur place, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Awa Tandja, s'est informée du déroulement du travail de ce service public vital. Elle s'est rendue dans les différents services et sections de la Commission, puis elle a suivi un exposé sur les missions de la Commission, sa formation ou encore les procédures suivies dans le domaine du contrôle des marchés publics. Au cours d'une réunion avec le personnel, Mme Awa Tandja a appelé à redoubler d'efforts et à exercer la transparence pour que ce service public s'acquitte pleinement de sa mission. La direction des Archives nationales a constitué la seconde étape de cette visite. Là aussi, Mme Awa Tandja s'est rendue dans les différents services de la direction, puis elle s'est informée sur le volume des archives stockées, leur qualité, les méthodologies suivies dans la classification, la gestion, la sauvegarde et la maintenance de ces archives. Elle a suivi un exposé sur les modèles des archives nationales de différentes périodes de l'histoire de la société mauritanienne, avant la fondation de l'État, sa relation avec les Européens et les principales étapes de l'État contemporain. Enfin, elle a appelé à la préservation de cette richesse historique et à permettre aux chercheurs l'accès à ces documents selon les règles de l'art. Les opérations d'accomplissement des procédures du Hajj, pèlerinage, se poursuivent. Ce reportage de Moussa Ndiaye jette la lumière sur les dernières étapes de cette opération avant le départ des pèlerins vers les lieux saints. Les formalités d'El Hajj pour l'année 1435 de l'Hégire, qui coïncide avec cette année de 2014, se poursuivent dans de bonnes conditions conformément aux dispositions prises cette année par les hautes autorités du pays. Ces dispositions visent à faciliter les formalités des pèlerins mauritaniens afin qu'ils se retrouvent à la Mecque sans aucune difficulté. C'est dans ce cadre que M. El-Alam Boul Mohamed, membre de la cellule technique chargée d'El Hajj, a dit que les formalités se poursuivent dans ces toutes dernières étapes. Il a ajouté que les dispositions de cette année ont été marquées par un tirage au sort et que les wilayas du pays ont pu bénéficier de tout ce qui a été fait au niveau de Nouakchott. El-Alam Boul Mohamed a déclaré enfin qu'ils sont en ce moment à la phase des visas. Cette étape des visas est la toute dernière étape dans le cadre des formalités de nos pèlerins qui doivent en principe quitter Nouakchott en destination de la Mecque d'ici quelques jours. Et pour plus de détails sur ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Moulay Ahmed Ould Cheiger, président de la cellule pèlerinage au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nos pèlerins s'apprêtent pour le voyage vers les lieux saints pour accomplir leur 5e pilier de l'islam. Qu'est-ce qui distingue la saison du pèlerinage de cette année? Cette saison est distinguée spécialement par la décentralisation qui a permis aux Mauritaniens, candidats au pèlerinage et résidents à l'intérieur, de présenter leur candidature au lieu de résidence, au lieu d'avoir ce grand casse-tête qui était le déplacement, le logement à la capitale pour prétendre à cette candidature combien cher. Donc nos concitoyens ont pu cette année se présenter depuis leur lieu de résidence, c'est-à-dire à Nema, à Zouerat, dans toutes les capitales des wilayas. Ceci étant, les autres services aussi ont été améliorés et on avance, comme vient de dire mon collègue tout à l'heure, on avance efficacement vers ce voyage combien important dans la vie de tout musulman. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous parler de la nouvelle expérience adoptée par le département des affaires islamiques visant à impliquer les autres régions dans le tirage au sort? Voilà, nous avons procédé donc à un tirage au sort qui a été transparent. Tout le monde a reconnu cela et nous avons procédé à ce tirage au sort donc, qui nous a permis de trier parmi les nombreux candidats qui ont dépassé les 3000 ou les 4000 même,
1400 pèlerins qui vont bénéficier de ce pèlerinage, ce voyage subventionné par l'État, donc à coût moindre. Toutefois, j'ai saisi cette occasion pour annoncer à nos pèlerins que le prix qui était fixé, c'est-à-dire le coût initial que nous avons fixé et qui était à composante très connue et très détaillée, transparent, c'est-à-dire d'abord le transport aérien, puis l'hébergement dans les lieux saints, puis le transport terrestre dans les lieux saints, entre la Mecque, la Médine et Minen, et même les navettes entre les lieux de résidence, les navettes quotidiennes entre les lieux de résidence et les mosquées al-Haram al-Madani, al-Haram al-Makki, donc navettes quotidiennes 4 fois par jour au moins. Tout cela a fait que le coût final, le coût initial annoncé était 1 130 000, moins 154 000 remboursés sous forme de devises à chaque pèlerin, c'est-à-dire $500. Ceci étant, je saisis donc cette occasion pour annoncer qu'une nouvelle charge, qu'une nouvelle dépense nous a été imposée par les frères saoudiens qui ont exigé à la dernière minute la prise en charge de la nourriture de nos pèlerins, de tous d'ailleurs les pèlerins, y compris donc les nôtres, la prise en charge qui fait qu'ils doivent être nourris suivant un contrat signé avec une société saoudienne. Une société saoudienne. C'est-à-dire que les trois plats quotidiens, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, sont servis. Ce fut une proposition donc saoudienne. Nous avons essayé de la contourner car son Excellence le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a bien sûr tenu à faciliter le pèlerinage, tient beaucoup à faciliter le pèlerinage aux Mauritaniens. Seulement la formalité a été incontournable. Et ici, je brandis donc ce document qui est le dernier courrier en provenance de l'Arabie Saoudite. C'est une réponse à notre requête. Nous avons demandé d'être vraiment soustraits à cette formalité sans succès, mais avec un combat acharné et suivi, nous sommes arrivés quand même à réduire ce coût. Parce qu'au lieu de faire le contrat pour la prise en charge durant tout le temps de résidence, nous sommes arrivés à 5 jours. 5 jours à Minen, c'est-à-dire les journées de Minen. 3 journées de Minen, plus les 2 journées qui sont les dernières journées du pèlerinage. Donc chaque pèlerin doit savoir qu'avant d'avoir son passeport visé pour l'Arabie Saoudite, il doit payer un montant de 23 000 ouguiya. De 23 000 ouguiya. Nous avons combattu pour arriver là. Parce qu'initialement, on nous a proposé, on allait même nous imposer la couverture de la nourriture durant toute la période de résidence dans les lieux saints. Et avec un combat que j'ai dit donc acharné, que je qualifie d'acharné, nous avons pu réduire cela sur 5 jours, sur une période de 5 jours, c'est-à-dire la résidence à Minen. Donc 23 000 ouguiya sera une somme versée par tout pèlerin pour récupérer son passeport visé. Maintenant, le mécanisme, nous allons voir comment ça va se faire. Soit il va le verser au trésor en échange d'une quittance donc, qui le permettra de récupérer son passeport visé, soit nous trouverons un autre mécanisme. Mais le principe est là. Chaque pèlerin doit donc payer 23 000 ouguiya supplémentaires pour couvrir, c'est-à-dire pour bénéficier de cette nourriture, de cette prise en charge de nourriture à Minen durant 5 jours. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Moulay Ahmed El-Cheikher. Je rappelle que vous êtes président de la cellule pèlerinage au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original. Merci à vous. Au chapitre sanitaire, le centre de santé de Haïssakan a abrité aujourd'hui le lancement de la 2e campagne sanitaire organisée par le Forum international des jeunes musulmans en collaboration avec le Programme national de lutte contre la cécité. Des opérations chirurgicales gratuites et des consultations médicales en faveur des malades des yeux ont marqué cette campagne à Menatakan. Plus de minutes, le Forum mondial de la jeunesse islamique a procédé à la prise en charge des opérations chirurgicales en faveur de plus de 400 malades, et ce en collaboration avec le Programme national de lutte contre la cécité, relevant du ministère de la Santé.
Professeur Abdallahi Woulimeni affirme que le lancement des opérations chirurgicales conjointement organisées par le Forum mondial de la jeunesse islamique et le Programme national de lutte contre la cécité n'est que bienvenu, une occasion pour lui de signaler que cette noble action coïncide avec l'ouverture du centre hospitalier à Hayi Sakin. Pour finir, professeur Abdallahi Woulimeni a remercié le Forum mondial de la jeunesse islamique. S'exprimant au nom du FMGS, Khalil Ould Mokhtari, directeur du forum dans notre pays, a indiqué que son organisation accompagne les autorités du pays dans la lutte contre les maladies, notamment la cécité. Il est à noter que le Forum mondial de la jeunesse islamique, en collaboration avec le département sanitaire, avait organisé en 2013 une vaste campagne de lutte contre la cécité. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la 9e rencontre annuelle organisée par l'Association des étudiants ingénieurs mauritaniens au Maroc. Une rencontre qui vise à faire connaître les compétences de ces étudiants dans le domaine de l'investissement et du développement. Abdullah Damaba. La Mauritanie, plateforme d'investissement, tel est l'intitulé de la 9e édition des journées de rencontre organisées annuellement par l'Association des élèves ingénieurs mauritaniens au Maroc. Ces rencontres annuelles ont pour objectif de faire connaître le savoir-faire de ces jeunes ingénieurs. Elle permettra aussi d'établir un pont entre ces ingénieurs fraîchement sortis des écoles marocaines et les décideurs au niveau du monde des affaires. Boybaoul Abdelkader, conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, représentant Madame la ministre à cet événement, a fait part de la disponibilité de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Il poursuit en indiquant que Madame la ministre espère des retombées positives à la fin de ces consultations et qu'elle fasse tache d'huile au profit des autres jeunes du pays. Par la suite, un des représentants de cette association s'est prononcé au nom du président Habib Hamadi sur l'objectif de ces rencontres. C'est dans ce cadre que l'Association des élèves ingénieurs mauritaniens au Maroc a été créée en 2005 pour l'objectif de mettre en place un espace de rencontre entre les élèves ingénieurs d'une part et les élèves ingénieurs et les entreprises d'autre part. L'Association des élèves ingénieurs mauritaniens au Maroc organise cette année la 9e édition de son forum, le forum IM Entreprise, sous le thème « La Mauritanie, une plateforme d'investissement », qui est aujourd'hui un thème d'actualité. Si la question de l'investissement est aujourd'hui à la une de l'actualité, elle occupe également une place importante dans la liste des priorités de l'organisation, du comité d'organisation de notre forum. La jeunesse ne constitue pas un problème, mais une solution. L'Association des élèves ingénieurs mauritaniens au Maroc a montré la voie à suivre. Le tabattu, et oui, le tabattu, le fumeur s'expose et expose son entourage familial et même environnemental à des risques sanitaires considérables qui ont des conséquences néfastes, bien sûr. Notre reporter Bakar Bailaba nous édifie sur les risques du tabac. En Mauritanie, le tabac est quasi disponible et facile d'accès. Les gens achètent à la boutique du coin sans aucune restriction. Les limitations de l'usage du tabac dans les lieux publics sont exceptionnelles et cela expose les non-fumeurs au tabagisme passif. Le tabac est le seul produit de consommation en vente légale dont on sait qu'il entraîne la mort prématurée de ceux qui l'utilisent. Et la gamme de maladies causées par le tabac va de simples pertes de cheveux en passant par des problèmes de peau jusqu'à l'effroyable série de cancers de la bouche et du poumon. C'est le premier facteur de risque des maladies non transmissibles, en particulier les maladies cardiovasculaires, les cancers, les affections respiratoires chroniques. Le tabac est sûrement la cause très importante des maladies cardiovasculaires, l'hypertension en particulier. Le tabac est très important dans les cas comme facteur de risque pour les maladies cancéreuses, particulièrement les cancers du poumon et d'ailleurs tous les cancers, parce que le tabac est un facteur de risque de ces maladies. Le tabac est un facteur de risque pour les personnes qui ont un problème de santé respiratoire, comme les asthmes, les infections respiratoires chroniques de façon globale, en particulier les emphysèmes, et les cancers du poumon, et l'asthme et les bronchopnéumopathies chroniques obstructives. Donc,
pour lutter contre ce genre de maladie, il faut lutter contre les facteurs de risque. Essentiellement, le facteur numéro 1, c'est le facteur du tabac. Donc, il faut lutter contre le tabac pour avoir moins de maladies de ce genre. Les jeunes constituent la porte d'entrée du tabagisme. La dépendance commence par la curiosité pour devenir une addiction. Et le tabac n'est pas seulement à l'origine de maladies, il est responsable aussi d'un fardeau économique important par le biais de charges imposées aux importateurs. L'un des problèmes de santé majeurs de la Mauritanie aujourd'hui, c'est l'évacuation sanitaire. C'est l'une des problèmes les plus coûteux en matière de santé, parce que les malades qui sont évacués à l'étranger sont des malades coûteux, parce qu'ils sont pris en charge à 100%. Qu'ils soient pris en charge par une assurance maladie, ou par les familles, ou par l'État, peu importe. L'essentiel que ce sont des trucs extrêmement coûteux. Donc, pour lutter contre, pour baisser véritablement ces évacuations, il faut lutter en matière de prévention contre ces maladies. La Mauritanie a ratifié en octobre 2005 la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour la lutte anti-tabac. Et on ne le dira jamais assez, fumer nuit gravement à la santé et à celle de l'entourage. Actualité internationale à présent, des dizaines de personnes ont été tuées, d'autres blessées dans une attaque de l'État islamique en Irak et au Levant. D'autre part, l'armée irakienne a annoncé qu'elle a lancé une vaste offensive contre les djihadistes de l'État islamique dans la région de Haditha, près du barrage dans la province d'Al-Anbar. L'armée irakienne, appuyée par les combattants kurdes et les miliciens chiites, a repris quelques secteurs de l'État islamique, principalement le barrage de Mossoul, le plus important du pays. L'Inde et le Pakistan s'activent aujourd'hui pour mettre à l'abri des dizaines de milliers de personnes prises au piège d'inondations consécutives à des pluies de mousson qui ont tué 350 habitants dans la région frontalière du Cachemire et au Pendjab pakistanais. Les lignes téléphoniques étaient coupées dans ces deux régions et les routes étaient impraticables, compliquant les secours et la mesure de l'étendue des dégâts. Des vidéos en survol réalisées par l'armée montraient des villages entiers sous les eaux. Alors que le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif se rendait dans les zones les plus touchées de son pays, les autorités indiennes ont envoyé des commandos navals dans le cadre d'un effort massif de secours. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, quitte Nouakchott à destination du Tchad pour prendre part à l'ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication. Le Premier ministre reçoit à la primature la ministre sénégalaise de l'élevage et la richesse animale. L'Inde et le Pakistan décident de dépasser leurs dissensions autour de la province Cachemire et procèdent à l'échange d'aide pour limiter les risques d'inondation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.